Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais vous parler des armes de jet de la protohistoire à l'Antiquité. Je tiens tout d'abord à remercier Pierre Leroux de m'avoir permis de faire cette conférence aujourd'hui. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous disant que là, depuis quelques années, certaines pièces lithiques que je découvre dans les structures archéologiques ou enfin qu'on découvre en général dans les structures archéologiques ou dans les inventaires des sites archéologiques, un certain nombre de pièces lithiques se détachent nettement de l'ensemble des autres artefacts. Habituellement, les pièces lithiques que j'étudie sont associées aux activités, aux traitements de transformation alimentaire ou de matières minérales. Voilà, c'est des outils de mouture, de polissage, de concassage ou de petits blocs d'argile pour la poudre tinctoriale là qui sont transformés. Mais il y a un lot particulier qui se détache, qui se sépare nettement de l'ensemble. Ce sont des galets naturels, voilà, qu'on trouve, qui n'ont dans les structures, qui n'ont rien à voir avec le sédiment de comblement de la structure archéologique. Déjà d'une part, oui, ni avec le sédiment encaissant. C'est Ils sont là. Tout débranché. On va le régler là. Je coupe le. Comment on fait pour couper le son? Tu l'as coupé? Merci. Donc, ils n'ont rien à voir avec le sédiment de comblement, ni avec le sédiment encaissant, c'est-à-dire le sédiment dans lequel la structure a été creusée. Voilà, donc en fait, ce sont des galets qui sont dans le comblement, mais qui n'ont rien à voir avec d'autres petits galets de lissage, notamment pour la finition des céramiques. Ces petits lissoirs portent des facettes, des traces de frottement. Ici, rien du tout. Nous avons donc un problème d'identification de ce matériel. L'objectif donc de cette conférence est de mettre en valeur ces vestiges matériels qui sont de bons indicateurs au final, puisqu'ils peuvent être associés à la guerre, mais aussi à la chasse. Et en mettant en valeur leur utilisation en projectiles, cela donnera sans doute déjà d'une part à l'archéologue l'occasion d'ouvrir de nouveaux horizons. Et ça va permettre aussi de revoir les gestes de fouille, parce que dans certains cas, certains archéologues peuvent délaisser ces objets, voilà, les mettre de côté sans les inventorier par manque d'informations sur ces éléments qui, somme toute, ne sont pas travaillés. Alors ces galets un peu anonymes peuvent par conséquent être interprétés comme des projectiles, des balles de fronde principalement. Donc je vous propose d'explorer la voie des armes de jet destinées au combat à distance, contrairement, comme on dit, au combat au contact. Alors tout d'abord, une définition, c'est le combat au contact, ça. Tout d'abord, une définition, l'arme de jet, donc c'est un projectile envoyé à distance par la simple action des muscles sans action mécanique à la propulsion. C'est une définition du CNRTL. Voilà. Cependant, je vous propose d'explorer tout de même le domaine des techniques de projection, évidemment. Donc j'ai juste une remarque à formuler au préalable. Donc il n'y a rien qui dit dans cette définition que le projectile lancé n'est pas attaché à son expéditeur par un moyen de préhension, comme le lasso ou le filet de pêche, par exemple, qui sont des armes de jet, mais qui sont rattachées. Le harpon également, oui, tout à fait. Donc nous ne parlerons pas ici d'armes retrouvées dans de nombreux chantiers de fouilles dont le calage chronologique est antérieur à l'âge du bronze. En période paléolithique, néolithique, il existe une quantité phénoménale de ces armes dans le monde qui ont été extrêmement bien décrites, publiées en grand nombre. Donc on ne parlera pas de ça. On va parler donc de l'âge du bronze jusqu'à la période romaine. Donc ici, deux petits exemples. À gauche, vous avez une stèle de guerrier découverte au Portugal, donc datée de l'âge du bronze, et un casque, le casque de Blainville, donc daté du bronze final, découvert en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle, juste à côté de nous. Donc nous aborderons par conséquent les périodes suivantes, l'âge du bronze à la période romaine. Donc très largement, nous avons dès le départ, dès l'âge du bronze, une image de plus en plus nette du guerrier mythique, avec les armes, les armures. La présence d'armes métalliques dans les sépultures en témoigne. Nous avons aussi pour cette période
par exemple le champ de bataille de Tollensee, on l'a déjà évoqué lors de ces séminaires, dans la région du Mecklembourg-Poméranie, au-dessus de Berlin, à 150 km au nord de Berlin, où de nombreux restes humains, des armes, des couteaux, des fers de lance, des pointes de flèches, etc. ont été extraits des bords d'une rivière qui porte le même nom que le site, qui est la rivière du Tollensee. Donc les armes, qu'elles soient offensives ou défensives, profitent à ce moment-là de la métallurgie pour améliorer leur capacité. C'est pas la métallurgie qui va forcément former de nouvelles armes, mais disons que la métallurgie, on va profiter de cette métallurgie pour les améliorer. Donc concernant la période romaine, cette fois, les deux extrémités de cette fourchette chronologique, on va changer d'atmosphère. On va visionner un extrait de film qui illustre l'armement de jet romain à travers un extrait donc de Gladiator de Ridley Scott qui revisite le thème du péplum. Malgré quelques imperfections, anachronismes, cet extrait vous montrera la manipulation et la projection d'armes mortelles sur un champ de bataille, où l'effet psychologique de la guerre est mis en avant, donc, grâce à la réalisation évidemment et aux différents plans proposés par Ridley Scott. Alors l'effet psychologique illustré notamment par la discipline des armées romaines face au mouvement anarchique des barbares, les Romains préférant la guerre à distance. Alors on va je trouve plus ton courriel. C'est celui-là? Oui. Tu m'as envoyé ça quand? Il y a la semaine dernière. Ah, ouais. Ça. Séminaire en duplex? Non. Non. Séminaire, voilà. Non. Voilà, c'est ça. Celui-là? Ouais, ok. C'est le premier là. Ok, attends, faut que je le copie. Voilà. Bon, je vais le mettre de côté. Un petit peu. Et il faut que... Voilà. Super. You're alive! There goes an eternity! Voilà. Donc, on va revenir à notre propos. Voilà. Alors bon, évidemment, c'est Ridley Scott, c'est Hollywood. L'effet psychologique est là, même pour le téléspectateur, enfin le spectateur. Vous voyez que bon, voilà, l'effet psychologique de cette guerre, illustré notamment par la discipline des armées romaines face au mouvement anarchique des barbares. Vous l'avez vu, les barbares qui se glissent dans la forêt. Voilà, les Romains sont bien positionnés, J'arrive pas à le... Ah. Attends, je veux dire comment je vais faire. C'est où? Je vois rien. Ah, ok. Là? Merci, mademoiselle. Désolé, ça prend. Je vois rien du tout. Donc voilà, donc vous l'avez compris, voilà, on est dans un, voilà, on est dans une
une armée romaine face à des barbares. Les Romains préfèrent la guerre à distance, hein, vous l'avez distingué, hein, les Romains ne bougent pas du tout, les barbares, eux, essayent vainement de faire quelque chose. Et donc, on préfère, à l'époque romaine, on préfère la guerre à distance, la guerre juste aussi, hein, qui répond à une doctrine préventive, hein, plutôt qu'un casus belli. Cette guerre à distance est plus civilisée, plus ordonnée, vous l'avez vu, hein, ils sont impassibles, ces Romains. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc durant la première séance de ce séminaire, j'avais noté une phrase de Pierre Leroux, qui avait fait la remarque suivante et qui m'avait frappé, qui avait dit: la guerre est avant tout une question de psychologie, de prestige et de fierté. On doit en somme marquer les esprits. Oui, absolument. Cet effet psychologique, entre autres, cet effet psychologique est mis en valeur donc dans une citation aussi non pas de Pierre Leroux, mais de Sun Tzu, beaucoup plus tôt. Donc, un général habile choisit de se battre uniquement lorsqu'il sait que sa victoire est assurée. Il est observateur des brouillards, possède une grande capacité d'adaptation. Il impose sa volonté à l'ennemi, le trompe, le déstabilise pour le pousser à commettre une erreur fatale. La confusion et le désordre dans une armée offrent la victoire à l'adversaire. Voilà. On reviendra un petit peu plus tard sur cette notion de guerre psychologique. Donc les armes que nous allons présenter maintenant peuvent être des armes de guerre, des armes de chasse, vous l'avez deviné. Ici, la chasse sur une diapositive, la chasse aux oiseaux du lac Stymphal. Donc vous avez sur la gauche donc Hercule Héraclès qui chasse les oiseaux du lac Stymphal, c'est un de ses travaux. Donc il chasse, alors sur certains vases, ici c'est un vase à figure noire du 6e siècle avant notre ère. Donc ici il chasse les oiseaux avec une fronde, sur certains autres vases il les chasse à coups d'arc. Donc vous voyez ici l'usage de la fronde. Donc pour chasser ces oiseaux, c'est des oiseaux qui étaient élevés par Arès, le dieu de la guerre, et leurs plumes d'acier piquantes et tranchantes étaient utilisées comme des flèches. Donc Hercule a été donc on lui a demandé d'éliminer ces oiseaux. Et ici sur ça fait écho un petit peu à ce Hercule ou Héraclès? Hercule Héraclès. Ah, c'est le même. Oui, c'est le même. Héraclès pour les Grecs et Hercule pour les Romains. Et en fait, là, bon, ça fait écho un petit peu à cette histoire, donc à cette mythologie, donc dans un psautier un peu plus tardif, bien sûr, un personnage qui utilise une fronde contre des corbeaux dans un psautier anglais, voilà, de 1325, où on voit nettement la personne qui tient une fronde à un petit stock de cailloux, dont un qui est projeté contre des corbeaux. Donc la fronde, hein, vous l'avez, puisque c'est l'arme qui va être un peu au cœur de notre propos. Donc c'est une arme emblématique. C'est l'arme que David, hein, du royaume de Juda, utilise contre Goliath dans le premier livre de Samuel. Goliath, parti du camp philistin, mit l'armée d'Israël au défi de trouver un homme suffisamment fort pour gagner un duel, déterminant l'issue du combat entre les deux nations, les Philistins et le royaume de Judée. Donc cette provocation était réitérée, nanana, et finalement David, jeune berger agréé par Dieu, relève le défi, et après avoir déclaré qu'il venait combattre avec l'appui de Dieu, prend sa fronde, lance la pierre s'enfonce dans le front de Goliath, qui tombe à terre. Donc vous connaissez ce passage de l'Ancien Testament. Donc deux images viennent en tête, si je puis dire, lorsqu'on parle de fronde. Alors tout d'abord, le mot lapidation. Lapidation qui veut dire attaquer, tuer à coups de pierre. Cette pratique est encore utilisée de nos jours. Hein. La presse internationale a déjà relayé ces nombreux faits. Je n'en parle pas, je ne dresse pas la liste ici. Mais nous avons tous aussi l'image de différents soulèvements populaires, les intifadas en Cisjordanie, où la fronde est l'arme emblématique. Vous voyez ici sur l'image, là, voilà, d'un jeune qui tient une fronde face à des militaires. Donc c'est a priori avec la pierre lancée à la main, tout simplement, l'arme la plus simple, dont les projectiles peuvent être puisés partout. Le stock est absolument inépuisable. Alors de manière un peu plus légère, si vous me permettez, pour illustrer ça, je n'ai pas résisté à prendre deux petits passages de la guerre des boutons. Désolé pour cet écart concernant justement les projets. C'est celui-là.
C'est pas tout de suite. Hein. Ah, pas tout de suite. Non, okay. c'est pas tout de suite. Non, non, non. Donc, dans la guerre des boutons, concernant les projectiles utilisés et les armes propulsives. Vous connaissez la guerre des boutons. Je pense que tout le monde connaît la guerre des boutons. Voilà, qui se passe en Franche-Comté. Mademoiselle ne va pas savoir. Ah oui, la guerre des boutons. Voilà. Donc, c'est une histoire qui se déroule en Franche-Comté, donc pas très loin d'ici. Et puis, c'est une guerre entre deux clans de villages, les Longevernes et les Vellerans, et c'est un jeu de gamins, voilà, où les trophées des vainqueurs sont les boutons des vaincus, voilà, les boutons de la veste, les boutons de la veste et du pantalon. Donc ça a été créé en 1912. Alors, il nous parle des différents modes de propulsion. Alors la crique, c'est le chef incontesté des Longevernes, si vous l'avez lu. Il est têtu comme une mule, il est malin comme un singe, vif comme un lièvre. Il avait surtout pas son pareil pour casser un carreau à 20 pas, quel que fût le mode de projection du caillou. À la main, à la fronde à ficelle, au bâton refendu, à la fronde à lastique. Il était dans les corps à corps un adversaire terrible. Il avait déjà joué des tours pendables au curé, au maître d'école et au garde champêtre. Donc là, on a quelques éléments de mode de propulsion. Et un autre extrait. Camus, c'est aussi un Longeverne, arrivé, monta sur un arbre, regarda, rien encore n'apparaissait, il en profita pour resserrer les ficelles qui rattachaient les élastiques à la fourche et au cuir de sa fronde, et pour trier ses cailloux, les meilleurs dans les poches de gauche et les autres dans les poches de droite. Puisque on parle de projectiles, vous me permettrez d'abord, en quelques mots, un peu de physique. Désolé, alors je ne suis pas physicien, donc on va essayer de gérer ça ensemble. En particulier de la physique d'Aristote, donc philosophe du IVe siècle avant notre ère, à peu près contemporain. Il est né juste après les guerres du Péloponnèse. Donc je vais vous parler d'impetus. D'après Aristote, donc les corps sont dans deux états, en mouvement ou en repos. Le repos n'est pas une restriction du mouvement. Donc il est un moment du mouvement qui est discontinu. Aristote définit donc le mouvement comme un passage. Donc le mouvement en tant que tel est toujours inachevé, sans commencement ni fin et requiert une cause. J'espère que tout le monde me suit. On va décortiquer tout ça. Donc pour faire simple, Aristote distingue deux types de mouvements. Le mouvement naturel qui ramène les objets vers leur lieu d'origine. La pierre tombe parce qu'elle vient de la terre, donc elle revient naturellement à son lieu d'origine. Alors que le feu s'élève car son lieu d'origine est l'air. Alors je vous rappelle entre parenthèses qu'Aristote a écrit aussi un traité sur les corps célestes, hein. Donc il connaissait les comètes, etc. Donc le mouvement naturel d'une part, et le mouvement violent impulsé par un objet à un autre. Donc tout objet pour être déplacé doit être mu par une action. L'arrêt de l'action entraînant l'arrêt de l'objet. Se pose alors la question d'expliquer pourquoi une pierre lancée en l'air continue son mouvement avant de retomber. Alors Aristote explique ça par le fait que la pierre qui se déplace laisse un vide derrière elle, ou une raréfaction de l'air, et en fait cette raréfaction de l'air, ce vide, se remplit automatiquement d'air, donc ça pousse la pierre. IVe siècle avant notre ère. Hein. Donc ce vide perd de la force, donc à cause de la pénétration de la pierre dans le milieu aérien, et une fois épuisée, la pierre tombe. Donc l'explication d'Aristote sera contestée au Moyen-Âge, donnera lieu à une autre théorie, celle de l'impetus. Donc selon cette théorie, l'action initiale effectuée sur la pierre lui communique un impetus, c'est-à-dire un élan qui entretient le mouvement. Donc la théorie de l'impetus est généralement acceptée vers le XIVe siècle, et Jean Buridan, qui est son principal promoteur, donc développe cette théorie. Donc la formulation de la théorie de Jean Buridan peut être illustrée par une citation. Voilà. Quand un déménageur met un corps en mouvement, il y implante un certain impetus. C'est une certaine force qui permet au corps de se déplacer dans la direction dans laquelle le déménageur démarre ce mouvement. Vous me suivez, j'espère. Qu'il soit en haut, en bas, vers le côté, en cercle. C'est grâce à cet impetus qu'une pierre se déplace après que le lanceur a cessé de la déplacer. Mais en raison de la résistance de l'air, de la gravité terrestre, qui n'a pas été encore formalisée, qui s'efforce de la déplacer donc dans le sens inverse, en raison de la résistance de l'air, qui s'efforce de la déplacer dans le sens inverse du mouvement, celle-ci faiblira. Par conséquent, le mouvement de la pierre est progressivement plus lent. Buridan a considéré la vitesse comme proportionnelle à la masse du corps. Vous connaissez la théorie de l'énergie cinétique plus tard, qui sera formalisée plus tard. Donc plus grande est la vitesse avec laquelle le moteur meut le mobile,
plus puissant est l'impetus qu'il imprime en lui. Alors, ce qui veut dire que, en somme, l'augmentation de la vitesse de la propulsion transmise au mobile, c'est pour ça que je vous ai mis cette image de pelote basque, qui est exactement l'image d'une propulsion transmise au mobile, plus qu'à la main, voilà. Eh bien, cette augmentation de la propulsion augmente la vélocité du projectile, évidemment, hein. Alors, un petit exemple, voilà, un petit peu plus près de nous, vous prenez une carabine, ou une moyenne carabine, ou une très moyenne carabine, comme vous voulez, et qui tire un plomb, alors qui tire un plomb de 0,45 grammes. Donc, si la carabine a 5 joules de puissance, la portée utile sera de 5 mètres. Si elle a 10 joules, la portée utile sera de 15 mètres. Et si la carabine a 20 joules de puissance, la portée utile sera de 40 mètres. Donc, vous voyez qu'on augmente la capacité de propulsion. Alors, vous me direz, bah oui, mais ça, c'est normal. Mais bon, il fallait juste le formaliser, quand même. Donc, voilà, ça a commencé par Aristote, puis Jean Buridan. Et maintenant, bien sûr, les physiciens du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc, nous classerons dans un premier temps les armes par matière, par dynamique, par impetus, c'est-à-dire les armes lancées et à lancer, avec propulseur. Donc, c'est pas une liste exhaustive, hein, bien sûr, hein, c'est une sélection un peu diachronique, de manière à montrer la diversité des armes. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Donc, à côté des projectiles, avec les projectiles en matière organique, tout d'abord. Donc, à côté des projectiles en os, en ivoire, nous trouvons les armes de jet en bois. Ces projectiles sont mus par la force musculaire, boomerang, bâton de jet, ou au moyen d'un propulseur comme le choconou, que l'on va voir après. Ici, le bâton de jet. Présent sur tous les continents, le bâton de jet est universel. D'après une découverte faite par les universités de Tübingen et de Liège, un des plus anciens bâtons de jet a été retrouvé donc à Schöningen, en Basse-Saxe, près de Berlin, 190 km de Berlin, à l'ouest, qui met en évidence la complexité de la chasse précoce. Parce que ces recherches montrent qu'il y a déjà 300 000 ans, l'Homo heidelbergensis utilisait une combinaison de bâtons de jet, d'épieux tenus à la main, etc., etc. L'objet dont il est question ici est remarquablement conservé, puisqu'il a 300 000 ans. Donc, il est retrouvé dans des sédiments lacustres. C'est du bois d'épicéa. Il mesure 64 cm de long, 3 cm de diamètre. Il pèse 264 grammes. Et il est légèrement asymétrique sur la tranche. Donc, l'artefact conserve des cassures d'impact et des dommages correspondant à ceux trouvés sur des exemples expérimentaux, hein, dont on voit ici à droite quelques petits reliquats d'impact. Voilà. En vol, les bâtons de jet tournent autour de leur centre de gravité, mais ne reviennent pas au lanceur, comme c'est le cas des boomerangs. Au contraire, la rotation permet de maintenir une trajectoire plus ou moins droite et précise, tout en augmentant la probabilité de frapper la cible. Ce sont des armes efficaces à diverses distances qui peuvent être utilisées pour tuer ou blesser des animaux en vol, au sol ou pour les effrayer. Si on utilise évidemment un filet juste à l'arrière. Alors en Amérique du Nord, sont appelés rabbit stick pour la chasse au lapin par exemple. On peut chasser aussi avec les oiseaux avec un filet également. Donc soit en lançant ce bâton de jet dans le tas et les oiseaux se prennent dans le filet, soit en lançant au-dessus des oiseaux qui eux effrayés donc se plaquent au sol, descendent vers le sol et donc sont chopés dans le filet. Donc face à ce pseudo-prédateur en fait. Donc des expériences montrent que le lancer de bâtons de cette taille atteint une vitesse maximale de 30 mètres par seconde, c'est-à-dire 108 km à l'heure. Des expérimentations ont été menées en Amérique du Nord, en Afrique, en Australie, enfin un peu partout, voilà, et montrent que la portée de ces armes atteint 100 mètres. Donc celui-ci que vous avez devant vous a été découvert au sud de la Pologne. Alors il déborde un petit peu de notre cadre chronologique, puis il est ce qui date du Paléolithique et il est en ivoire de mammouth. Celui-ci a été découvert en Normandie, à Urville, sur une plage, sur un site archéologique qui a été fouillé il y a quelques années par une équipe d'archéologues. Et c'est un des rares bâtons de jet mis au jour sur la métropole. Il date donc de l'Athènes finale,
120 à 80 avant notre ère, donc soit un tout petit peu avant la guerre des Gaules. Donc les archéologues constatent que son fabricant a choisi un bois léger, c'est du pommier en l'occurrence, ou une variété de pommier. Donc c'est visiblement ce pommier qui est utilisé fréquemment par les fabricants actuels de boomerangs. Donc visiblement ça a l'air d'être une essence remarquable. C'est une branche courbe, vous voyez, d'environ 50 cm de longueur, un peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Il a été façonné, les pales sont polies, légèrement relevées aux extrémités, bon on le voit pas en coupe ici. Il est recouvert de quelques lamelles de fer, vous voyez, une ici, là, probablement une perdue sur ce côté-là. Pardon ? Ça le renforce. Voilà, alors ça le renforce, c'est pour lester le bâton ou pour rectifier la pochoir ou pour renforcer le bâton. Et il n'est pas chauffé pour le tordre. A priori, il est façonné, donc peut-être taillé, peut-être chauffé. Parce que il n'y a aucun indicateur. Il le chauffe toujours pour le plier, pour le plier un peu sans le casser. Alors là, c'était pas, il y a pas de trace visiblement de ça sur ce bâton, mais c'est pas exclu que la technique puisse être utilisée. Donc, est-ce que c'est un boomerang? Visiblement non. Une expérimentation a montré que l'objet ne revenait pas. Donc, il forme une trajectoire courbe, une belle trajectoire, mais ce n'est qu'un bâton de jet qui ne revient pas du tout à son utilisateur. Alors, cette fois, je vais vous parler donc de notre arme. On va faire un petit écart chronologique. Le chokonu, donc c'est une arbalète à répétition qui a été inventée au IVe siècle avant notre ère, dans la période des 3 royaumes combattants en Chine, ce qui était corroboré par des découvertes archéologiques. L'encyclopédie impériale, qui a été écrite au XVIIIe siècle, nous précise que le chonu ou chokonu est une petite arme pratique que même l'érudit confucéen ou les femmes du palais peuvent utiliser en cas de légitime défense. Donc c'est pour juste exprimer en fait que c'est une arme relativement facile, relativement maniable, qui nécessite pas forcément une énergie phénoménale. Il tire faiblement, donc, mais vous devez badigeonner les fléchettes avec du poison. Alors le seul poison que j'ai trouvé, enfin le poison dont il parlait dans l'article, c'est le poison tueur de tigre. Alors ça, je pense que Pierre. Oui, je connais. Voilà, on pourra peut-être en reparler. Donc l'inconvénient de cette arme, en fait, c'est sa portée limitée. Voilà. Mais c'était une arme qui était relativement facile d'accès. Et puis, donc une fois un carreau tiré, un second carreau venait automatiquement remplacer le premier. Le carreau, c'est le projectile, et ainsi de suite jusqu'à ce que le chargeur d'une dizaine de carreaux soit vide. Donc c'est le seul type d'arbalète dont la cadence de tir est supérieure à l'arc. 10 traits en 15 secondes. Donc l'avantage est évident. Vous armez une centaine d'hommes de cette arbalète, on peut envoyer 1000 traits en 15 secondes. Alors sur une portée de 50 mètres, bon d'accord. Mais voilà. Alors pour comparaison, l'arbalète médiévale a une portée de 100 mètres. Alors est-ce qu'on peut visionner Tu dis c'est quelle époque là? Ça c'est 4e siècle avant notre ère. Avant notre ère. Les royaumes combattants. Voilà, les royaumes combattants, tout à fait. Alors c'est les prémices avant. Oui, c'est les prémices de l'arbalète. Donc choper ici. Il faut d'abord que j'aille choper le deuxième film. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Copie. Contrôle. Non. Contrôle C. Contrôle C. Non, pas contrôle. Commande C. Commande C. Ah oui, pardon. Commande C. Ouais. T'as un PC, toi? Non, Pardon. Commande V. Voilà. C'est parti. As before, rocket forward. Voilà. Catches the string. Pull back. Same as before. Et voilà. Donc vous distinguez, voilà le chokonu. Donc le chokonu, vous voyez que c'est assez simple d'utilisation et puis somme toute assez rapide. Donc maintenant je vous propose de passer au projectile en métal.
avec une arme que vous connaissez, voilà, qui est le shuriken. Alors les shurikens, bon, apparaissent. Alors je les ai mis en parallèle parce qu'ils apparaissent vraiment tard, vraiment tardivement, ce qui correspond à notre Moyen Âge chez nous, en France. Mais c'est une arme qui relève aussi de l'arme psychologique quelque part, parce que bon, voilà, elle atteint sa cible, mais voilà, c'est pas vraiment une arme létale. Contrairement à certaines idées reçues, cette arme est plus efficace. Elle est utilisée en combat direct. Elle est plutôt utilisée afin de distraire l'adversaire dans des embuscades où la rapidité d'attaque est essentielle. À l'instar de l'arbalète chinoise, on peut tremper les pointes dans du poison pour en augmenter l'efficacité. Alors on a deux types de shuriken, alors peut-être plusieurs, mais j'en ai relevé deux, qui sont composés. C'est le beau shuriken qui est composé d'un pic à 4 faces, pouvant être jetés ou utilisés comme des couteaux. C'est ce que vous avez sur l'image ici. Ça rappelle un peu les dards plombés de l'armée romaine, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ou les Hira shuriken, donc composés d'une étoile à 4 branches pour un diamètre d'environ 10 cm. Voilà, ils pouvaient être lancés à peu près à 10 mètres avec d'un simple coup de poignet. Je me permets. Voilà. Et là, alors je sais plus. Ouais, je l'ai mis là. Voilà. C'est le dernier. C'est le dernier, voilà. Ok. Alors commande C. Hop, voilà. Et là, on peut le virer. Et attends, je vais le mettre dans la. Ouais. Hop, voilà. You killed him, and now I'm gonna kill you. Bon, désolé pour le nanar. Vraiment, c'est une catastrophe ce film. Mais la mise en scène est nulle. Mais voilà, on vous montre un petit peu la manière de projeter un shuriken qui visiblement est mortel ici. Donc, alors que finalement tuer un adversaire à l'aide d'un shuriken de ce type-là, c'est extrêmement difficile. Donc la plupart des blessures infligées ne sont pas du tout mortelles. Voilà, il faut vraiment. Pour les taureaux, dans l'arène. Oui. Pour les épuiser. Tout à fait, pour épuiser l'adversaire. Donc il faut atteindre, ou alors il faut atteindre vraiment l'adversaire en pleine tête, en pleine poitrine, pour le mettre hors de combat instantanément, peut-être appuyer même. Enfin bon, bref, je passe un peu cette partie un peu ludique, si je puis dire, pour vous présenter maintenant un autre type de couteau, un autre type d'arme en métal. Alors on l'appelle le membele, le couteau de jet africain. Le trombache, je ne sais pas exactement quel nom il porte. C'est très difficile de trouver de la documentation là-dessus. En tout cas, c'est un couteau de jet ici que vous avez, qui est particulièrement répandu en République démocratique du Congo. Alors évidemment, là, vous allez peut-être m'aider, qui ressemble fortement à une serpe. Donc il est utilisé comme arme de jet, donc pour la chasse ou pour les plus belles pièces, même j'ai relevé comme monnaie, comme monnaie d'échange. J'imagine que vous, peut-être avez-vous déjà vu Non, alors ça a l'air d'être très intimiste, je ne sais pas. Donc les objets sont forgés d'une seule pièce, sont des formes variées, c'est assez particulier. J'en ai relevé dans une collection de André Leroi-Gourhan, qui en avait visiblement dans sa collection. Voilà, donc j'ai pas trouvé grand chose sur cette sur cette arme. Oui, je crois ou non, c'est un inventaire de ses collections propres. Moi, j'en ai vu déjà en Afrique. D'accord. Mais voilà. C'est évidemment maintenant c'est rare. Oui, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'est pour les collectionneurs. On en trouvera facilement sur eBay, j'imagine. Cette fois, je vais vous parler du chakram. Alors ne vous y méprenez pas, le chakram c'est l'arme qui est ici, voilà, sur le flanc de Xena la guerrière. Donc le chakram c'est une arme utilisée en Inde. C'est un anneau plat dont la périphérie est tranchante, le diamètre varie entre 15 et 30 cm, une portée effective de 50 mètres. Il peut être lancé comme un frisbee moderne,
Vous voyez, donc elle est essentiellement destinée à distraire l'ennemi. Voilà, c'est pas du tout une arme absolument redoutable, létale. Donc le cinéma s'en est emparé évidemment. Hein, alors là, c'est même les jeux vidéo. Voilà, ici vous avez Xena la guerrière. Dans Black Panther, il y a Nakia qui l'utilise aussi pour ceux qui sont vraiment cinéphiles. Voilà, donc vous avez, on en a pas tout à fait terminé avec les armes métalliques, mais ici je vous présente donc les balles de fronde en plomb. Et les dards plombés, on en parlera. Donc Flavius Vegetius Renatus, qu'on appelle aussi Végès, auteur des 4e et 5e siècles, dans les institutions militaires, nous dicte de l'exercice des dards plombés. Il est bon d'exercer le soldat à lancer ses dards plombés, qu'on appelle aussi plumbata. Nous eûmes autrefois en Illyrie 2 légions de 3000 hommes chacune qui les lançaient avec tant de force et d'adresse qu'on les distingua par leur surnom honorable de Martio Barboules. On leur dut pendant longtemps un si grand nombre de victoires que les empereurs Dioclétien et Maximien les préféraient à tous les autres légions. Ils portaient toujours 5 de ces dards, cachés à l'intérieur de l'écu, en les lançant à propos. Celui qui n'est armé que de lance et de l'écu fait tout à coup office d'archer. Donc vous voyez, alors les dards plombés, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, à ces shurikens, voilà, à ceci, hein. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette fois les balles de fronde que vous avez sous les yeux, ces dernières étaient coulées. Elles étaient fabriquées en grand nombre. Elles ont été retrouvées en masse sur certains sites militaires. Hein. Les frondeurs sont fréquents dans les armées grecques et romaines. Donc, sur votre gauche, vous avez les balles de fronde du site de l'Ermitage à Agen, en 38 avant notre ère. 41 balles de fronde ont été retrouvées avec une boule de baliste en pierre, et la masse médiane ou moyenne de ces balles, c'est 50 grammes. Sur votre droite, vous avez un stock de balles de fronde sur le site militaire de Altern, pas très loin d'ici, un camp romain, vers 50 avant notre ère, où vous avez un petit stock, voilà, qui a été découvert il y a quelques années en arrière, de 81 balles de fronde, d'une masse qui oscille entre 60 et 75 grammes. Alors ces balles de fronde en plomb, donc qui sont appelées les glandes plumbae en latin, certaines ont été retrouvées à Pérouse notamment, qui est une place assiégée vers 40 avant notre ère, qui est un des épisodes les plus forts de la guerre civile entre Fulvia, qui est l'épouse de Marc-Antoine, et Octave, le futur empereur Auguste, et c'est un très bon exemple d'armement de jet lié à la guerre psychologique dont je vous parlais tout à l'heure, où la soumission de l'adversaire, sa disqualification est inscrite sur les balles de fronde. Alors qu'est-ce qu'on y inscrit? Il y a eu un très très bel article, j'ai perdu le nom je n'ai pas la mémoire de Pierre Leroux, mais voilà, j'ai perdu le nom, mais on pourra de toute façon le mettre en ligne. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ces balles de fronde? Le nom des commandants, des généraux, des unités militaires, des groupes ethniques, des notions abstraites comme des notions des valeurs, des concepts, la liberté, le nom des fabricants aussi. Et on trouve également des insultes, des moqueries, des sarcasmes. Ça fait partie de la guerre psychologique. Genre, prends ça, tu l'as mérité, prends ça dans la gueule, de la part de machin. Enfin bon, vous voyez, on s'amuse un petit peu. Pas les balles de fronde, c'était des tracts. C'était des tracts, voilà, exactement. Alors sur les balles de Pérouse, il y a, voilà, quelques insultes, des moqueries. Des petites insultes nominatives, impliquant Octave dans une éventuelle fellation. Ou Fulvia, sur l'ouverture potentielle de son postérieur. Voilà, donc vous voyez que dès l'époque romaine, voilà, on commence un petit peu à parler à son adversaire dans la guerre à distance. Donc ici vous avez une balle de fronde pisantine utilisée lors de la bataille de Sentinum en 295 avant notre ère, donc à l'issue de laquelle tous les peuples italiques ont été soumis à Rome. Donc voilà. Friscas Rome, voilà, qu'on peut traduire par frotte les Romains, voilà. Donc frotter le postérieur ou le visage du Romain, etc. Je rappelle juste qu'un délégat de Jules César pendant la guerre des Gaules a eu la mâchoire arrachée par une balle de fronde. Donc vous imaginez la puissance du projectile, et donc qui est, on en reparlera bien sûr, mais voilà, qui est lancé à forte allure, peut faire beaucoup de dégâts. On va passer au projectile en argile
voilà, les bolas et les tsurushins au Japon. Les bolas, donc parfois traduits en français par l'assaut à boules, que vous connaissez sans doute, hein, désigne une arme de jet comprenant des masses sphériques réunies par des liens destinés à capturer les animaux en entravant leurs pattes. Hein. Tintin, il l'aurait cassé. Tintin et l'oreille cassée, tout à fait. Oui, c'est vrai. Donc les bolas sont connus par par Tintin et par les gauchos d'Amérique du Sud. Donc voilà, on en a découvert, les archéologues en ont découvert pas mal, donc dans les fouilles, notamment en Patagonie, dans les fouilles archéologiques, où les peuples autochtones les utilisaient donc pour capturer les animaux. Donc le nom de bolas a été donné par les préhistoriens également à des sphères en pierre de masse comprise entre 500 et 700 grammes. Certaines ont été découvertes sur le continent africain, qui correspondent à la période de l'Acheléen ou l'Acheléen, je ne sais plus comment on dit. Et donc vous voyez que c'est une arme qui est vraiment très très ancienne. Et au Japon, il y a l'arme qui s'appelle le tsurushin. Désolé de la prononciation. C'est une arme aussi qui date du Paléolithique. Donc vous voyez on en trouve un petit peu partout. Claude Lévi-Strauss en parle également dans son livre Triste Tropique en Amérique latine. Don Félix de Azara au XVIIIe, XIXe siècle parle de bodoques, des petites boules en argile cuites au feu. Voilà, donc vous voyez que on a partout la mention de ces petites balles, de ces petits projectiles en argile. Et alors on en a retrouvé également durant l'époque romaine, à proximité de fours, donc visiblement on pouvait chauffer ces balles de fronde. Et Jules César nous dit dans la guerre des Gaules, le 7e jour du siège, un vent violent s'était élevé et se mirent à lancer sur les maisons qui, selon l'usage gaulois, étaient couvertes de chaume, des balles de fronde brûlantes, faites d'une argile qui pouvait rougir au feu. Donc voilà, c'est un peu les prémices, si vous voulez, de la balle, enfin de la balle enflammée, voilà, que vous avez sans doute vu tout à l'heure, un peu rapidement, dans l'extrait de Ridley Scott, du Peplum, voilà. Ça rappelle les tirs à boulets rouges des canons de marine des guerres napoléoniennes. Tout à fait, voilà, tirés à boulets rouges, voilà. Alors, on a retrouvé d'ailleurs en fouille archéologique des fours pour chauffer ces boulets. Allez. Voilà, donc effectivement, on en a retrouvé en Martinique, Guadeloupe, enfin dans la mer des Caraïbes, il y a eu quelques découvertes de fours à boulets pour tirer à boulets rouges. Est-ce qu'on pouvait le faire que à terre? Sur les bateaux, ça risquait de prendre feu. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc il fallait se méfier. Donc sur les fortifications. Donc ici, on va passer. Donc vous voyez le projectile en pierre. Donc les projectiles sont de toute nature, de la simple pierre ramassée au sol, à la balle en plomb moulé, en passant par le boulet en pierre ou en argile cuite. Donc il est nécessaire de distinguer les projectiles. Alors, je vais accélérer légèrement, je vois l'heure. Donc César, dans la guerre des Gaules, ne parle pas de balle en plomb. C'est très étonnant. On en a vu pas mal tout à l'heure, mais il ne parle pas de balle en plomb, mais de balles en terre cuite ou des simples galets ramassés au sol, des lapides. Donc leur utilisation comme projectile est difficile à établir, mais comme je vous le disais en introduction, puisque certains galets en module calibré ont été retrouvés sur des sites, mais bon, on peut être transformé en percuteur, en broyon. Enfin bon, vous voyez, donc la frontière est très difficile, la frontière interprétative. Donc l'armée romaine, on sait que l'armée utilisait les accensi. Les accensi, c'est un corps de soldats surnuméraires qui étaient là pour combler les trous, pour combler les vides quand il y avait des morts, des accidents. Et on en forme un corps un peu séparé. Et ce sont une troupe en fait qui lancent des pierres. Voilà, tout simplement. Ils n'ont ni armes, ni armure, ni autre arme offensive. Voilà, c'est juste les poings et les pierres. C'est assez étonnant, voilà. Mais à côté de ça, on a les funditores. Et les funditores, eux, ce sont les frondeurs en fait. Alors VGS, qu'on a vu tout à l'heure, nous signale également qu'il est fort utile de former les nouveaux soldats à lancer des pierres, soit avec la fronde, soit avec la main. Nous devons, dit-on, l'invention et l'usage de la fronde aux premiers habitants des îles Baléares. Ils portaient si loin les précautions pour s'y perfectionner que les mères ne donnaient pour aliment aux enfants dès leur bas âge que ce qu'ils avaient abattu à coups de fronde. C'est un petit peu rhétorique tout ça. Voilà. Donc les funditores, donc ils formaient un corps attaché aux troupes légères, n'étaient pas considérés comme une troupe régulière.
Ils portaient pas d'armes, hormis leur fronde, et pouvaient se déplacer assez rapidement en quelques endroits du champ de bataille. Alors pas un champ de bataille comme vous avez vu tout à l'heure, hein, les champs de bataille romains sont des champs de bataille où tout est dégagé, hein, c'est pas vraiment très accidenté. L'armée romaine n'aime pas ça. L'armée romaine aime bien quand c'est bien dégagé. Et donc vous voyez ce frondeur là utilise une fronde, c'est sur la colonne Trajane à Rome, hein, voilà, de la guerre contre les Daces. Donc vous voyez ici le stock de balles et puis la fronde avec la petite balle qui est prête à être lancée. Donc c'est un tir de courte portée, 50 mètres, hein, 150 mètres pour les meilleurs frondeurs. C'est la même portée qu'une flèche. Hein. Donc ils sont formés dès leur bas âge, hein, comme je vous l'ai dit, à l'usage des projectiles, à l'usage des frondes et des projectiles, et donc utilisés, voilà, dans la guerre entre Rome et Carthage ou durant la guerre des Gaules, vous voyez. Donc c'est vraiment une arme qui est vraiment très 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 développée dans les armées grecques et romaines. Et alors quelques exemples de frondeurs ici. Voilà, pas tous de l'époque romaine. Vous avez des frondeurs magnifiques. Hein, c'est absolument, c'est vraiment très très beau. Des frondeurs assyriens et des archers ici sur les campagnes de Sennacherib au 8e siècle avant notre ère. Tu vois, ils ont un arc simple. Voilà. Donc vous voyez ici les frondeurs dans ce geste de rotatif du bras. Et puis juste à côté là, je vous ai mis également. Alors bon, c'est du 12e siècle, mais c'est important quand même d'en parler. C'est un fustibal. En fait, c'est une fronde ajustée au bout d'un bâton. Donc ça, la projection est évidemment multipliée puisque vraiment. Vous voyez bien que la projection du bâton va donner un projectile beaucoup plus véloce. Ça rappelle justement, c'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure avec la guerre des boutons, ça rappelle le bâton refendu des Longevernes. Hein, vous vous souvenez, hein, il utilisait la fronde et le bâton refendu. Le bâton refendu, c'est un bâton fendu et on met un galet dans l'extrémité de ce bâton fendu et puis on le lance d'un coup sec. Voilà, donc vous voyez la gestuelle, alors c'est pas évident de le faire à la caméra, vous voyez. Et donc ici, vous pouvez voir quelques exemples de balles de fronde. Donc c'est cette fameuse remise en contexte des sites du Grand Est, on y vient enfin. Donc vous pouvez voir sur la diapositive de droite des exemples de balles et de boulets, hein, découverts à Strasbourg, hein, sur le camp romain du 2e, 3e siècle. Quelle échelle c'est ça? Alors les balles, celle-ci doit faire à peu près 10 cm de. Oui, c'est vrai que notre collègue avait oublié la mire, mais ça doit faire 10-12 cm de diamètre, hein, pour ce boulet de baliste. Voilà. Donc vous voyez que les balles sont taillées dans des galets de grès grossier, voilà, des balles de fronde ici. Vous voyez que c'est pas tellement, ça n'a rien à voir avec les balles de plomb. Hein, c'est un petit peu toutes les formes. Ici en argile, ça c'est un boulet de baliste. Voilà. Ou ici sur votre gauche, là près de Reims, j'ai eu l'occasion d'étudier les structures, enfin les éléments lithiques qui étaient dans les structures, et on avait dans une structure, voilà, une vingtaine de galets. De silex, des galets de silex, donc sans doute ou très certainement utilisés en balles de fronde, extraites donc d'une fosse du premier âge du fer, aux alentours de 500 avant notre ère. Voilà, dans quelques structures à côté se trouvaient des galets, à côté se trouvaient des boules de marcassite aussi. Alors je sais plus où j'ai mis mes boules de marcassite. La marcassite, c'est ceci, c'est un sulfure de fer. Hein. Voilà, donc c'est, je sais pas si on la voit. Voilà, c'est un sulfure de fer. C'est en fait, c'est une curiosité naturelle de Champagne. À l'intérieur, oui, c'est très lourd, c'est très dense. Voilà, à l'intérieur, ce sont des lamelles rayonnantes. Hein, voilà. Alors, on peut les voir. Vous voyez. Donc ça a été, c'est long. On a longtemps utilisé ça pour allumer le feu. Je peux les faire tourner. Ça présentait, bien sûr, c'est fait pour, oui. Ça présente ça produit des étincelles et ça peut être lancé. On pourrait faire un test, c'est vrai. On pourrait faire un test. Bon, faudrait l'attirail, mais alors c'est appelé. Bon, pour la petite anecdote, c'est appelé boule de tonnerre, hein, en Champagne. Hein, c'est du fait de la croyance de ces sphères qui étaient produites en fait par la foudre qui frappait le sol. Mais bon, il n'en est rien du tout. C'est quelque chose de totalement naturel. Et alors, pour la deuxième petite histoire, on en trouve souvent dans les greniers en Champagne.
parce que les gens étaient persuadés que ça allait comment dire, contrer la foudre, donc et l'incendie évidemment de la maison, quoi. Voilà, c'est assez particulier. Donc on les a trouvés sur le site qu'on a fouillé ensemble avec Mathieu. On avait quand on avait un petit peu de temps, on allait chercher ces boules de marcassite. Et donc on trouve ces galets, vous voyez ici, là, principalement sur les sites d'habitat, hein, voilà, ou à proximité des sites d'habitat. Et alors pour l'âge du bronze, j'ai lu un petit article dernièrement là de Cyril Marcini, notre collègue de l'INRAP, là, qui a découvert à Alizay, en Haute-Normandie, à côté d'un ancien chenal, plus de 500 balles de fronde. Hein, voilà, donc vous voyez que voilà, c'était à proximité d'un habitat a priori, et donc on a vraiment véritablement l'utilisation de toutes ces balles à toutes les périodes. Vous voyez l'âge du bronze, je vous parle de l'âge du fer ici, l'époque romaine. Donc pour le Hallstatt, on en a voilà à côté de Cernay-les-Reims, on en a à Île-sur-Suippe près de Reims, on en a vers Compiègne, Choisy-au-Bac. Donc ça c'est tout des inventaires que j'ai eu l'occasion des balles de fronde que j'ai eu l'occasion d'étudier. Plus près de nous, à Truchtersheim, là dans le Korsberg, on a également trouvé plus de 200 galets de quartzite, dont la masse médiane était de 50 grammes, donc c'était vraiment visiblement choisi, hein. Donc c'est assez pertinent, et 50 grammes c'est à peu près la masse médiane des balles, des petits galets en quartzite, en basalte, qui ont été découverts sur la fouille de l'oppidum de Loulier, dans le sud de la France. C'est une grande bataille qui marque la fin de la guerre des Gaules, hein. Donc vous voyez que c'est vraiment, voilà, on en a pas mal dans ces inventaires, mais toujours alors comme ça porte pas forcément, voilà, ça porte pas de marque de fabrique, c'est pas c'est pas vraiment façonné, vous l'avez compris, parce que ce sont des galets naturels. Eh bien c'est pour l'archéologue, c'est très difficile de faire la part des choses et de l'interpréter comme balle de fronde, mais à un moment donné, voilà, c'est une proposition qu'on fait, et voilà, ça permet un petit peu de faire avancer les choses. Et alors je vous parlais de balles de baliste, de boulets de baliste, pardon. Ici un superbe boulet en basalte, donc du site de l'Ermitage à Agen. Et puis ici un boulet d'1,5 kg à peu près du site d'Île-sur-Suippe. Ça c'est voilà. Quelle époque ça? Alors celui d'Agen c'est 40 avant notre ère. Et Île-sur-Suippe c'est 250 avant notre ère. Comment il faisait pour obtenir autant de rondeur? Alors il le taillait progressivement, il le façonnait avec des outils. On a les outils en métal, donc ça pose pas de problème. Et puis on va choisir surtout un galet ou un fragment qui ressemble déjà fortement à l'outil final, enfin bon, à la balle ou au boulet final. Alors je vais finir ici, hein, parce que là je vois que je déborde légèrement. Non, mais on a commencé en retard. Ouais, alors bon, voilà, mais là on va terminer avec cette dernière image où finalement l'impetus, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est voilà cet élan, cette comment dire, cette vélocité qui est donnée à ces projectiles. Donc l'impetus va être amélioré, et vous imaginez bien, avec l'introduction des armes à poudre dès le 7e siècle en Chine, puis dans le monde arabo-perse vers le 9e siècle. C'est vers le 13e siècle qu'on voit l'usage systématique de la poudre, hein, qui est un mélange de salpêtre, de soufre, de charbon, etc. Donc l'inflammabilité des projectiles, puisque vous avez sous les yeux une grenade à main byzantine, l'inflammabilité des projectiles va être nettement améliorée dès le 5e siècle avant notre ère, lors de la bataille de Délione. C'est une bataille de la guerre du Péloponnèse, avec des mélanges de soufre et de bitume, mais c'est nettement vers le 7e siècle de notre ère, hein, que le feu grégeois va être inventé, hein, par Kallinikos, un architecte originaire d'Héliopolis, au Proche-Orient, voilà. Et alors ce feu grégeois, alors évidemment, voilà, on imagine bien cette grenade à main gavée de
de bitume ou de liquide inflammable. Alors, est-ce qu'elle est vraiment utilisée comme celle-ci, comme cette image-là que j'ai récoltée voilà sur Twitter. Bon, ça c'est, je ne sais pas si c'est vraiment là, si on peut on peut l'imaginer comme ça, mais bon, vous voyez, c'est une manipulation tout à fait possible. Mais alors cette grenade n'a pas explosé, bien entendu. Mais il les enflammait, voilà. Alors c'est bon, le napalm, voilà, c'était efficace. Hein, exactement. C'est un petit peu comme l'image que vous avez vue dans le péplum du début de Ridley Scott, là où vous avez ces gros vases en argile qui sont gavés de liquide inflammable et qu'on projette sur l'ennemi. Alors, on sait pas trop parce que le problème c'est que le feu grégeois, la recette du feu grégeois en fait a été perdue parce que c'était tellement puissant, c'était tellement comment dire. Alors précieusement gardé déjà d'une part, qu'en fait et que ça a été perdu. C'est idiot, mais on n'a jamais trouvé la recette. Visiblement, elle a été très bien conservée, mais on sait que c'est une substance liquide qui brûle sur l'eau. Assez étonnant, ça brûle sur l'eau, c'est sans doute à base de poudre, puisque lorsque le feu grégeois était projeté, on entendait un fracas, une grosse fumée. Donc en mer, il était projeté par des siphons, c'est des sortes de canons qui étaient adaptés sur les bateaux, ou alors on projetait des pots en terre comme celui que vous avez sous les yeux, voilà, ou des grenades remplies de ce liquide, une substance similaire, voilà. Donc alors c'est possible que le feu grégeois ait été constitué avec de la sciure de bois imbibé de pétrole, parce que ça pouvait flotter sur l'eau, le bois flottant sur l'eau, enfin les copeaux de bois flottant sur l'eau. Donc ça atteignait très rapidement la coque des navires et les navires brûlaient comme ça, quoi. Voilà, donc c'est une recette qui a été un petit peu qui a été perdue, mais vous voyez très bien que à ce niveau-là, on est sur une amélioration nette dès le 7e siècle de notre ère de l'armement. Donc voilà, j'en ai fini avec ces armes de jet. Je vous remercie.